Bien. Mesdames et messieurs, je propose de ne pas vous faire attendre plus longtemps, parce que je pense que la semaine a été longue pour tout le monde et que vous devez avoir autre chose à faire aussi, même si ce dont on va parler ce soir est important. Je voulais juste commencer par excuser l'absence de Monsieur le maire, Thibaut Guiraud, qui va nous rejoindre. Il était à Poitiers avec une obligation à laquelle il était obligé de déférer aujourd'hui. Il est en route, il aura un petit peu de retard, il nous rejoindra. Et avec son accord, je me permets d'entamer la soirée. Juste avec un petit mot introductif, et puis après on laissera la parole aux hommes de l'art pour vous expliquer les choses plus en détail. Juste pour vous dire, et vous redire, et vous redire, que suite au... Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont peut-être pas assisté aux précédentes réunions publiques, même si j'en reconnais un certain nombre qui étaient là à tous les épisodes, que suite aux émanations extrêmement impactantes qui vous ont affecté ou qui ont affecté les riverains, les élèves, le corps enseignant, les personnels plus généralement des établissements scolaires à l'automne 2024, je répète que ces émanations étaient anormales et n'auraient jamais dû se produire. Donc on ne minimise pas du tout ce fait et on ne trouve pas ça normal que ce soit produit. On a pris des initiatives fortes. On a suspendu le chantier. J'ai demandé une évaluation des risques sanitaires qui a été faite par le Centre antipoison, dont je répète, parce qu'il y a eu parfois des doutes, que c'est un organisme indépendant, tellement indépendant qu'il est régulièrement missionné par les tribunaux dans des affaires judiciaires pour faire des expertises. Donc ce n'est pas le bras armé de la préfecture. Les résultats du CAPTV étaient rassurants. Rassurant dans ce sens où ils disent que même s'il n'y a pas zéro risque, il n'y en a à aucun moment de notre vie, il n'y a pas de risque significatif qui nécessiterait un suivi médical individuel dans la durée. On vous l'a présenté en détail à 2 reprises au cours des derniers mois, donc je ne reviens pas dessus. On a analysé la qualité de l'eau aussi à votre demande, et c'est aussi l'intérêt de ces réunions publiques de pouvoir prendre en compte vos demandes et tenter d'y répondre. Elles se sont révélées satisfaisantes, normales, équivalentes au reste de l'agglomération ou de la ville de La Rochelle, donc pas de sujet à ce niveau-là, même si on continue la surveillance. On a décidé de soumettre les opérations de retrait des matériaux qui restaient sur le chantier, matériaux susceptibles d'être odorants, les poutrelles métalliques et puis ensuite les citernes qui restaient, à un protocole extrêmement renforcé de manière à éviter au maximum les nuisances sonores ou odorantes, et surtout éviter tout risque pour la santé. Ces opérations qui se sont passées à l'hiver 2025 et à Pâques se sont bien déroulées. Il n'y a pas eu de difficultés, il n'y a pas eu de dépassement de seuil, il n'y a pas eu d'incident. Les choses se sont passées conformément à ce qu'on souhaitait. Et on a souhaité aussi mettre en place une méthode de travail où on est avec vous dans l'écoute, le dialogue, et aussi la transparence. Tous les actes administratifs, tous les rapports, tous les avis, toutes les mesures faites pendant les opérations du chantier qualité de l'air, etc., sont mises en ligne sur le site de la préfecture en libre accès, elles ne sont pas retravaillées. Et je pense que c'est extrêmement important, même si certaines données, on se dit parfois, ça va appeler des questions des gens, tant pis. Autant prendre les questions et ne pas être attaquable sur ce sujet très important de la transparence vis-à-vis de vous. Je pense qu'on vous le doit après ce qui s'est passé. Et puis moi, j'ai pris 2 engagements majeurs. Le premier, en réponse aussi à vos demandes, mais aussi en responsabilité. Le premier, c'était de subordonner la reprise du chantier à la conduite d'une analyse des sols avec un objectif, savoir ce qu'on a sous nos pieds, ce qui reste sous nos pieds, et 2, éviter toute déconvenue pendant la fin des opérations de réhabilitation. C'était aussi une demande de certains d'entre vous en disant « mais qu'est-ce qui reste là-dedans ?» On va vous présenter aujourd'hui les résultats de ces analyses des sols. Elles ont été faites par l'entreprise Speed Rehab, avec l'avis du BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, donc notre expert indépendant, je dis notre, mais à nous ensemble, hein. C'est pas le nôtre préfecture, qui a fait des remarques qui ont été prises en compte par Speed Rehab pour conduire une analyse des sols digne de ce nom, dont on puisse vous proposer aujourd'hui les conclusions, et vous verrez ce qu'il y a dans ces sols. Ce que je peux vous dire, je ne veux pas déflorer le sujet, c'est qu'il y a des pollutions résiduelles qui nécessitent qu'on aille au bout de ce chantier de réhabilitation et qu'on ne laisse pas les choses en l'état. Juste ça, à ce stade. Deuxième engagement que j'avais pris vis-à-vis de vous et qui lui aussi a été tenu, c'était subordonner
la reprise et la fin du chantier de réhabilitation, il y en a quand même pour encore quelques semaines de travail, à l'avis d'un expert indépendant, donc le BRGM en l'espèce, et je peux vous garantir que ce n'est même pas la peine que j'essaie d'orienter leurs conclusions ou même la forme de leur rapport, puisqu'ils ne m'écouteront pas. De manière à certifier que le chantier tel qu'il va être conduit le soit au regard des meilleures pratiques et des meilleurs standards applicables en la matière au niveau national et européen, au regard des normes qu'on applique. Cet avis a été rendu, au même titre que l'analyse des sols. Cet avis figure en ligne sur le site de la préfecture. Vous pouvez ou avez pu le consulter. On va vous détailler le protocole extrêmement exigeant. Je pense qu'on a des relations qui sont parfois compliquées avec Speedrehab et Brownsfield parce qu'on leur demande beaucoup de choses, mais qu'ils acceptent. On va vous détailler ce protocole de manière à tenter, en tout cas, de vous rassurer ou en tout cas de répondre à vos questions, évidemment, si vous en avez. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Moi, ma seule conviction et ma seule responsabilité, c'est que, il faut terminer la réhabilitation de ce site, c'est-à-dire enlever les pollutions résiduelles et rendre le site en état. On conclura à notre niveau sur la compatibilité avec l'usage prévu, habitation ou pas, en l'occurrence habitation. Et ma responsabilité, c'est d'encadrer ce chantier de manière à préserver votre tranquillité et votre sécurité. C'est la raison pour laquelle c'est un chantier qu'on entend conduire au cours des vacances scolaires pour éviter au maximum les chevauchements avec la période scolaire, parce qu'on sait de nos échanges précédents que c'est quelque chose qui est important pour vous toutes et tous. Voilà. Je ne vais pas être plus long, parce que ce n'est pas forcément à moi qu'il revient de donner toute l'information dont vous avez besoin. C'était juste pour vous rappeler un peu le contexte, en toute humilité, et peut-être passer la parole à monsieur... Voilà. Je vais vous laisser vous présenter. Et bien sûr, on sera à votre disposition pour toutes les questions. On va essayer de faire pas trop long notre présentation. Merci, monsieur le préfet. Donc voilà, je suis donc Abdelkrim Bouchelaghem, le directeur général de Brownsfield. Et donc Brownsfield, qui est la société qui est actionnaire de Speedrehab. Donc, on va peut-être passer la prochaine slide. Je ne sais pas qui l'a pas. Ah, c'est là. D'accord. Donc, on va d'abord parler du bilan des sondages de sol profond qui ont été faits donc, du 22 avril au lundi 28 avril. Donc, en rappelant l'objectif, comme l'a dit monsieur le préfet, bien évidemment, c'est avoir la meilleure caractérisation possible de ce qu'il reste sur le terrain, lever des doutes qu'on aurait pu avoir sur l'état résiduel et définir les meilleures modalités de reprise des travaux. Alors, c'est quelque chose qu'on fait classiquement quand on est vers la fin d'un chantier de réhabilitation. On refait un maillage le plus parfait possible pour avoir une bonne cartographie de ce qui reste. Donc les chiffres clés, c'est un certain nombre de sondages, là vous les avez, donc ça fait beaucoup de sondages, vous les voyez sur la carte. Vous voyez, c'est des petits carreaux, on essaye de les répartir régulièrement. Donc 57 sondages, 75 on a essayé, enfin 15 à l'appel mécanique, le reste a été fait à la foreuse. Et en tout, on a collecté 180 échantillons que nous avons analysés. Voilà. Alors le bilan de ces sondages, donc vous le voyez sur la petite carte, donc aucun nouveau traceur d'une pollution qu'on aurait pu rater n'a été identifié. On a... Allez-y. Alors, ça marche ? Oui. Ça marche. Non, juste, aucun traceur, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est-à-dire qu'on se posait la question, est-ce qu'on a, dans les analyses qu'on a faites et qu'on vous a communiquées sur le site de la préfecture, qualité de l'air, les poussières, etc., est-ce que dedans, il n'y aurait pas une molécule qu'on aurait oublié de regarder? Donc on a élargi le spectre de l'analyse, on n'a pas trouvé de nouvelles molécules auxquelles on aurait oublié de s'intéresser. Exactement, mais il fallait le vérifier, vous avez tout à fait raison. Une vingtaine d'échantillons ont présenté... Je vous en prie, madame. Pardon? C'est-à-dire qu'on a étendu le programme analytique pour avoir un screening le plus large, tout ce qu'on peut imaginer comme molécule. Alors, vous inquiétez pas, le rapport, je ne vais pas le détailler maintenant, mais vous l'avez directement sur le site de la préfecture. Donc vous pourrez le consulter. Voilà. Tout y est. Toutes les molécules y sont. Voilà. Donc 20 échantillons dépassent les seuils qui étaient définis dans l'arrêté. Alors ça représente, quand on dit 20 échantillons, ça représente, c'est des sondages, à peu près 12 zones d'extension limitée que vous voyez
en rose, rose pâle sur le diagramme. Alors ça n'a pas remis en cause non plus tous les travaux qui avaient été faits avant. Donc les objectifs qui avaient été mis dans le plan de gestion restent bien valides. Aucune anomalie n'a été relevée non plus dans le cadre de la surveillance environnementale. Ça, c'est dans la qualité de l'air autour du site. Pendant cette phase-là, il n'y a pas eu d'anomalie par rapport au seuil qui avait été défini. Et l'arrêté préfectoral... Oui. Non. Juste pour dire, ça veut dire quoi? Dépasse le seuil, ça veut dire que ce sont des terres qu'il faut retirer. Voilà. Juste pour ne pas inquiéter, dépasse le seuil. Oui, bah c'était les seuils qui avaient été donnés dans l'arrêté préfectoral pour définir ce qu'on doit enlever ou laisser sur le site. Et donc, comme je vous le disais, tout le rapport complet avec toutes les analyses, les diagrammes, tout ça, sont sur le site de la préfecture, donc en toute transparence. Donc, la prochaine, s'il vous plaît. Donc voilà, donc maintenant, toutes ces zones, eh bien, il faut les traiter pour finir la dépollution du site. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est de traiter ces zones résiduelles qui dépassent les seuils de l'arrêté préfectoral et de les éliminer du site. Donc, tout ça en tenant compte des enjeux sanitaires, bien évidemment, des nuisances olfactives qui ont été largement constatées, notamment avec des moyens de prévention très renforcés, de l'avis des experts dont nous avons tenu compte du BRGM et de l'INERIS, des contraintes techniques, parce qu'il y en a sur ce site, et de la comptabilité sanitaire et environnementale du site avec son usage futur. Alors, qu'est-ce qui a été retenu comme moyen? Alors, vous allez voir qu'on a mis en place, proposé un protocole, faisant appel à différentes techniques. L'idée, c'est d'avoir une combinaison de techniques qui vont nous permettre de faire face à toutes les situations qu'on peut envisager dans la reprise du chantier. Donc, ce protocole a été effectivement proposé, le BRGM l'a expertisé et l'a reconnu prudent et protecteur. Donc, ça va consister en quoi? Alors, on va éliminer, escaver toutes les terres qui dépassent les seuils avec les moyens renforcés suivants. Alors, vous verrez les petites images après. Hein. Alors, une tente, c'était une demande. Alors, une tente qui est un système de traitement de confinement qui permet de faire toutes les opérations susceptibles de générer des odeurs avec un système de traitement d'air et un filtre à charbon actif derrière. Tout ça pour gérer les matériaux présentant des problèmes d'odeur. Une aspiratrice, je vais vous expliquer en quoi elle consiste. Un procédé qu'on appelle l'hydrocovering. L'hydrocovering, c'est un système qui permet, montrer des images aussi, d'asperger des matériaux qui pourraient être odorants par un produit qui en fait contient de la cellulose et qui va faire un effet de peau étanche et éviter qu'il y ait des contaminations. C'est quelque chose qui est classiquement utilisé, notamment dans des centres qui traitent des déchets. Et de la brumisation, bien évidemment, pour abattre les poussières et bien sûr, pour encadrer tout ça et piloter le chantier, une surveillance environnementale renforcée. Donc voilà les images. Donc la tente, la voici. Ce que vous voyez en bas, en bleu, là et en gris, ce sont les systèmes d'extraction d'air. Et au bout de ces systèmes d'extraction d'air, du charbon actif qui va attaquer les polluants qui peuvent aller dans l'air. Donc le benzène, le naphtalène, vont être piégés sur le charbon actif. Ensuite, l'aspiratrice. L'aspiratrice va permettre d'amener dans la tente des produits, vous avez vu que c'était plein de petites zones un peu étalées sur le site, et tout ça, de les aspirer. Donc là, il n'y a pas d'émanation d'air à travers ce tuyau. Donc le tuyau va être dimensionné pour être assez long, on l'a calculé pour faire 100 mètres, et donc atteindre toutes les petites zones que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc ça, c'est l'aspiratrice. L'hydrocovering, vous voyez ici, c'est un système qu'on asperge, et qui va faire une peau étanche sur les terres qui vont être odorantes. Alors ça va nous servir notamment, vous en avez entendu parler, il y a des morceaux de citernes qui restent encore sur le site. Ce sont des bétons souillés, un petit peu odorants, même fortement odorants dans certains cas. Et l'hydrocovering va nous permettre de les asperger, de les rendre étanches et de pouvoir les transporter dans la tente. Parce que ça, l'aspiratrice n'arrivera pas à les prendre et à les envoyer par le système. Est-ce que vous me permettez une petite interruption, juste pour parler aussi aux gens de choses qu'ils connaissent ou qu'on a déjà abordées? Il y avait cette demande d'avoir la couverture de l'intégralité du chantier avec une grande tente. Je pense que c'est important d'expliquer aux gens pourquoi on n'a pas fait ce choix, encore une fois avec l'avis aussi de l'expert indépendant. La tente, qui est quand même une belle tente, déportée, elle a pour objectif, dès lors qu'on trouve un matériau
qui est susceptible d'être odorant, on le transporte immédiatement sous la tente et il est chargé ensuite sous la tente pour ne pas rester à l'air libre et repartir avec là aussi les filtres que vous avez évoqués. Exactement. Et la tente, pourquoi on ne pouvait pas mettre une grande tente? C'est tout simplement, il y a un bâtiment qui est au milieu du terrain et on ne sait pas faire un grand dôme comme ça au-dessus de tout le site. Donc, juste après, on va en parler aussi. Voilà, une rampe de brumisation, donc vous voyez son tracé en vert. Alors, le rôle de la rampe, c'est de la brumisation d'eau, en fait. Hein. Et cette eau, cette vapeur d'eau, va servir à abattre les poussières et éviter que des poussières sortent du site. Ok. Et donc, voilà le plan, comment les choses vont s'organiser sur le chantier. Donc, vous retrouvez les petites zones qu'on doit traiter, la tente qui est en bleu, complètement, le bâtiment qui est en jaune, qui est au milieu, et l'aspiratrice qui est en station fixe, juste à côté de la tente. Donc le tuyau va se balader, va pouvoir aspirer dans les endroits où il y a de problématiques d'odeur directement ces zones, et les mettre sous la tente. On va pouvoir travailler les matériaux sans qu'il y ait de problème d'odeur qui vont aller vers l'extérieur. Donc avec tous les systèmes que je vous ai expliqués, d'extracteurs, de charbon actif, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on fait sous la tente? On va mettre les matériaux dans des camions bâchés qui sortiront après de la tente pour aller vers les filières d'élimination agréées qui auront été choisies. Voilà. Alors, il faut piloter un chantier comme ça, bien évidemment, et il faut le piloter avec des critères. Donc, il y aura deux critères qui sont majeurs. Un critère de gestion du risque sanitaire, donc là, définition d'un seuil qui a déjà été utilisé dans les phases antérieures de 20 microgrammes par mètre cube, qui est un seuil très bas, qui a été jugé pertinent par l'INERIS. Et ça, on va pouvoir le suivre grâce à un chromatographe au Pays Mobile. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, je vous explique. Je vais être très franc avec vous. Hein. Bon, vous répondrez là, d'accord? Ok. Bon, pour le coup, je prends ma part de responsabilité dans cette question. On revient sur un sujet qu'on a déjà abordé et où je vous indiquais que si sur le plan réglementaire, parce que c'est ma responsabilité de préfet d'encadrer ce type de chantier, si sur le plan réglementaire, le chantier n'a pas présenté d'irrégularité, on a mal géré dans ce chantier l'impact sur les riverains. Je l'ai dit une fois, je l'ai dit deux fois, je le répète ce soir, on n'en serait pas là si on avait été plus diligent pour arrêter le chantier plus tôt. On n'en serait pas là si on n'avait pas traité ce chantier comme un chantier classique de dépollution en zone industrielle. C'est un chantier qui a été traité comme un chantier en zone industrielle, sauf qu'on est en zone habitée. Donc je l'ai dit, on n'a pas été performant dans la gestion de ce chantier. Maintenant, l'objectif, c'est de le reconnaître, et je l'ai déjà reconnu, donc j'ai pas de problème à le faire. Oui, mais Oui, j'entends tout à fait. Et vous savez que cette situation, nous la regrettons, comme l'a dit Monsieur le Préfet, et nous la regrettons en tant que patron de l'entreprise. Je la regrette énormément, bien évidemment. Pardon ? Expliquer, c'est-à-dire ? Ah, excusez, mais si vous voulez, je peux m'excuser aujourd'hui. Voilà, mais je le fais officiellement. Je ne vais pas me faire harakiri non plus devant vous. Mais voilà, on regrette cette situation. Voilà, je vous le dis officiellement. Oui, mais on ne dit pas le contraire. Et je pense que... Mais écoutez, ce que je veux vous dire juste une chose. Sur les aspects sanitaires, je ne suis pas forcément la personne pour parler. Et c'est pour ça qu'on a confié quand même toutes les mesures qu'on avait pour analyser ce risque et qu'on a attendu l'avis des autorités sanitaires sur ce sujet. Pardon ? Oui, mais je considère que non. Oui,
Oui, oui, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait, mais on est, enfin, si vous allez dire qu'on a manqué de professionnalisme, qu'on n'a pas été suffisamment, pourquoi pas, je peux l'entendre, vous avez le droit de me faire tous les reproches que vous voulez, mais bien évidemment, je l'entends. Sachez qu'on a quand même traité beaucoup de chantiers auparavant. C'est la première fois. Ben, bon, ouais, après, je ne vais pas étaler ni mon CV, ni tout ce que j'ai fait. Des chantiers de dépollution, j'en fais plus de 30 ans, et je vous promets que le cas de La Rochelle, c'est vraiment un cas que j'ai jamais rencontré. Voilà. Je peux vous dire, voilà. Je peux vous le dire, voilà, tout simplement. Pardon, j'entends mal, excusez-moi. Oui, là, c'est 20 microgrammes par mètre cube. Avant, il était beaucoup plus élevé parce qu'on utilisait d'autres valeurs de référence qui avaient été validées aussi, hein, comme tous les chantiers. Oui, je sais, je suis au courant. Oui, mais par exemple, ce seuil de 27 000 qu'on avait avant, c'était un seuil qui était accepté sur de nombreux chantiers. Et effectivement, ben, il y aura un après La Rochelle, je vous promets. Et aujourd'hui, ça va faire jurisprudence. Ce type de chantier, on les traitera avec des seuils à 20 microgrammes par mètre cube. Oui. 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 Mais... C'est un seuil réglementaire appliqué dans les chantiers de ce type au regard des normes applicables. On est d'accord qu'il est particulièrement inadapté à un environnement habité. Oui. Mais on l'a expliqué, il est expliqué, ce seuil, on ne l'a pas sorti du chapeau, c'est un seuil qui s'est appliqué à beaucoup de chantiers, et je vous promets qu'après La Rochelle, ce seuil-là, on ne l'appliquera plus, on utilisera des seuils beaucoup plus bas. Alors, il y a un autre point qui est vraiment... Si, il y a un calcul qui est fait, regardez, par BG, non, mais peut-être ce document, mais d'autres documents, on fait un petit calcul et on cite des références sanitaires par rapport à ces seuils. Mais c'est d'autres systèmes normatifs, je suis d'accord avec vous. Ce que je voudrais dire, c'est que La Rochelle, il y a le problème sanitaire avec un risque qui est tiré par le benzène, à 20 microgrammes par mètre cube, et il y a aussi l'odeur. L'odeur, c'est très, très, très gênant. Et généralement, je vous promets, sur les chantiers de dépollution classiques, il n'y a pas de seuil d'odeur. C'est la première fois qu'on est en train d'en mettre un en place, et on a validé le seuil olfactif du naphtalène, qui est de 210 microgrammes par mètre cube. Alors attention, on parle bien du naphtalène et pas du seuil de 20 microgrammes qui porte sur le benzène. Voilà, exactement. Voilà. Donc là, il y aura un risque, un paramètre de risque d'odeur, 210 microgrammes par mètre cube, qui correspond au ressenti olfactif dans les travaux. Donc, dès qu'on va voir un petit seuil d'odeur qui ne va pas, on va identifier sa provenance, parce qu'on a des moyens que je vous présenterai après d'analyse, et ces moyens complémentaires, on va mettre en place des moyens complémentaires pour revenir à la normale. Donc on va utiliser deux seuils, seuil de pilotage de chantier, 210, et 2 fois ce seuil olfactif, et on mettra en place au fur et à mesure, en fonction de la gravité, les différents moyens que j'ai décrits avant, de telle manière à revenir à la fin, toujours sous le seuil olfactif de 210 microgrammes par mètre cube. C'est pas sanitaire, le seuil olfactif, j'ai pas dit ça. J'ai dit bien c'est un seuil olfactif qui s'occupe de l'odeur. Vous savez, il y a des odeurs qui peuvent être extrêmement gênantes. Hein. Moi, j'ai compris dans la problématique qu'il y avait un problème sanitaire et un problème aussi d'odeur. Donc, les odeurs, c'est très gênant aussi. Vous en fichez de l'odeur. Bon, ben là, on a mis en place un moyen de pilotage avec un moyen de suivre les odeurs. Oui. Je ne peux pas tout à fait vous laisser dire ça, madame, que vous ayez eu du mal à contacter un médecin, très bien, mais l'ensemble de la communauté médicale a été alertée lors de la suspension du chantier. On a mis en place, et l'ARS s'en est occupée, donc l'ensemble des médecins ont été contactés, mis au courant. Après, peut-être que tous n'ont pas pris connaissance de tout cela, que ce soit à l'hôpital, mais aussi en ville. Après, un certain nombre de médecins peuvent ne pas avoir reçu l'information, mais on a bien mis en place cet outil de recensement des cas. C'est ce qui nous a permis de recenser quand même 400 ou 500, entre 400 et 500 cas.
certains présentant des symptômes extrêmement gênants, de l'asthme, des picotements, donc des choses qui sont quand même très significatives, aucun n'ayant été jugé, mais sur le plan médical, comme un symptôme grave. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave pour la vie des gens. Mais l'impact sur la santé des riverains, l'impact sur le corps enseignant, l'impact sur les élèves, il est réel. Il a été documenté. Ces 500 signalements ne viennent pas de l'imagination des gens, ou d'inquiétude, ou d'angoisse. Le suivi médical dépend de chaque patient avec son médecin. Simplement, dans l'analyse des risques sanitaires, ce qu'a dit, je le répète quand même, parce que c'est important de le remarteler, oui monsieur, j'ai vu votre main, on va vous laisser la parole bien sûr. Ce qui est important de remarteler, c'est que l'analyse des risques sanitaires qui a été faite par le centre antipoison dit oui, il y a eu des valeurs anormales qui ont été dépassées, ça n'aurait pas dû se produire. Le temps d'exposition et les doses d'exposition ne génèrent pas un risque zéro, je ne dis pas risque zéro, ne génère pas un risque significatif pour la santé qui nécessite un suivi individuel des gens dans la durée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un impact majeur sur votre santé, et ça ne veut surtout pas dire qu'il ne faille pas tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Donc d'où le protocole qui vous est présenté aujourd'hui, pour que ça ne se reproduise pas. Enfin, c'est l'objectif. Pourquoi pas d'information, madame ? Non, madame dit que les gens ne sont pas suffisamment informés. Alors, il me semble que ce soir, on informe les gens, qu'on l'a fait au cours des 5 réunions publiques qu'on a fait ensemble, qu'il y a un boitage dans les boîtes aux lettres par SpeedRehab avant les opérations qui ont été conduites à février. Alors, tout le monde n'a pas été destinataire, visiblement, c'est ce que je vois. Voilà. Bon. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui est précisément de vous proposer, de vous présenter et de vous informer. Bon. Allez-y. Non, je vous ai expliqué que du fait... peut-être... Financière. Non. Alors, je vais vous rassurer là-dessus. Tous les gens qui ont travaillé sur ce protocole renforcé, ils l'ont travaillé techniquement. Il n'y avait pas eu de consigne de respecter quelques montants. C'était vraiment du quoi qu'il en coûte. Donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais moi je vous le dis. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais non, c'est pas que je ne sais pas faire, c'est que c'était pas possible à faire. Attendez. Et on a demandé les meilleurs experts et qui ont dit qu'on ne sait pas mettre une tente avec un bâtiment au milieu. Il me semble. Attendez, monsieur, juste, on ne va pas éluder votre question. Cette question, vous la posez depuis le début de nos échanges. La question, on l'a examinée. Je veux juste dire que le protocole qu'on vous propose n'est pas un compromis entre le coût de l'opération et la santé des gens. Nous avons raisonné indépendamment de toute question de coût. Et ce qui explique qu'on ait eu des discussions difficiles avec SpeedRehab. Monsieur le ménager, peut-être sur pourquoi pas de tente qui couvre l'intégralité. Cette hypothèse a été examinée. SpeedRehab a proposé de ne pas la retenir pour les raisons qu'il va vous expliquer. Le BRGM s'est penché sur la question aussi. Donc je pense voilà, il y a des réponses à votre question, je pense qu'il faut les apporter. Alors, bonsoir à tous. Donc Pierre Le Ménager, mais je pense que tout le monde me connaît maintenant à l'issue des différentes réunions publiques qu'on a pu vivre ensemble. Donc, en effet, le scénario d'une tente, un dôme, comme on a pu le lire ou l'entendre, a été étudié. Mais vous connaissez tous aujourd'hui la configuration du terrain. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain qui est quand même bien impacté par des fouilles, des bosses, des talus, etc. Et pour mettre en place une tente, c'est quand même une opération complexe, longue, et qui nécessite aussi de prendre en compte des considérations techniques de mise en place, etc. Ce qui veut dire autrement, et ce qu'on a pris en compte... Pardon ? Au scout, oui. Alors, justement, on n'est pas sur une... Oui, nous aussi, on est sérieux. Écoutez, ça, après, voilà, chacun juge comme il le souhaite, il n'y a pas de souci, chacun est libre. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille... Alors, une fois de plus, on est maître d'ouvrage, on travaille avec des entreprises, des bureaux d'études, des spécialistes de ces sujets. Et donc, ce qui a été défini, c'est qu'en effet, les contraintes liées à l'aménagement de cette tente
ou de ce dôme apportait plus d'inconvénients que d'avantages. Notamment, et ça c'est ce que je tiens à dire aussi, qu'avec les données collectées à l'issue des sondages, vous l'avez vu, on a plusieurs petites poches résiduelles qui nous restent à traiter. Eh bien, pour mettre en place la tente, il aurait fallu traiter une partie de ces premières spots résiduels. Donc là, un effet contre-productif qui nous a semblé à éviter. C'est-à-dire qu'il aurait fallu commencer à traiter des zones, à toucher des zones qui pourraient présenter un risque d'odeur avant même d'avoir une tente disponible. Alors que là, le système de la tente déportée, on a étudié et qui nous semble être le meilleur compromis, permet justement d'avoir un équipement prêt avant toute intervention sur les terres et d'avoir une aspiratrice qui permet de déployer via son bras et ses tuyaux un système de captation directement sur toutes les zones concernées. Alors, je pense que vous n'avez en effet pas toutes les informations, puisque on a, je rappelle les... Oui, je vais répondre au nom du BRGM. Effectivement, les choses sont faites en totale transparence, c'est-à-dire qu'on a étudié SpeedReab nous a proposé 3 scénarios. Oui, SpeedReab nous a proposé 3 scénarios et on a réfléchi sur quel était le meilleur compromis pour répondre aux objectifs de la protection, c'est-à-dire éviter justement qu'il y ait ces émanations gazeuses. Effectivement, comme vient de le dire M. Ménager, la tente, le dôme en un seul tenant n'était pas possible pour plusieurs raisons. La première raison est celle qu'il vient d'évoquer, c'est-à-dire que créer une tente de cette importance-là, c'est déjà une tente qu'on ne retrouve pas comme ça sur le marché. C'est des choses qui sont faites à façon. Pour construire ce genre de tente, il aurait fallu brasser, sans être confiné, de l'ordre de à peu près 2000 m3 de terrain, parce qu'il faut ramener une grue, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez que... Mais non, écoutez, vous brassez 2000 m3 de terrain, c'est... Non. Vous allez brasser 2000 m3 de terrain, c'est 5 fois plus que les terrains qui doivent être dépollués à l'air libre, sans aucune protection. Donc, effectivement, là, on prend un risque qu'on juge effectivement beaucoup trop important. Et on préfère effectivement travailler sur l'option de la tente qui va être déportée. Pardon ? Madame, ce que vous explique le BRGM, c'est que pour installer la tente que vous appelez de vos voeux, il faudrait faire 5 fois plus de terrassement, de creusement de tranchées dans des sols qui sont encore pollués à l'air libre. Et que ça, c'est pas raisonnable. Il vaut mieux travailler de manière pragmatique, parce que aller retourner 5000 m3, 2000 m3 de terrain, 5 fois plus que ce qui reste à traiter sans la moindre protection pour installer une tente, le remède est pire que le mal. Je pense que c'est un raisonnement logique, en fait. Et l'autre argument, lorsque vous travaillez sous une tente en intégralité, lorsque vous allez excaver intégralement sous une tente, vous allez très fortement ralentir les travaux et donc fortement rallonger en fait la durée des travaux, avec le risque que ça déborde nouveau sur la période scolaire, tout simplement. Voilà. On ne peut pas toujours confiner 100%. Oui, effectivement, comme vient de le dire M. Ménager, l'autre souci, c'est la configuration du terrain. Donc en gros, compte tenu de la configuration du terrain, à aucun moment, contrairement peut-être à Bobigny où le terrain était peut-être plat, on ne va pas revenir sur l'arrière. On est dans la situation actuelle qu'on essaye de trouver la meilleure solution pour gérer. Voilà, nous, BRGM, on nous a posé une question technique. On s'est positionné sur la tente déportée pour nous. Maintenant, le BRGM intervient depuis le mois de mars sur la question de la reprise du chantier. D'accord, ok.
Écoutez, nous... Écoutez, nous, oui. Non. Parce qu'ils ne sont pas disponibles, hein, tout simplement. Non, mais on est capable de vous amener les preuves avec des fournisseurs de chromatographes qui vont vous répondre. Aujourd'hui, il n'y en a pas de disponible. Ça, ce type de chromatographe, c'est extrêmement rare parce qu'il vous donne directement des valeurs de benzène et de naphtalène. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Voilà. Bah, pardon monsieur, mais pardon de rentrer un peu dans la technique. C'est pas mon rôle, mais tant pis, je peux pas m'empêcher. Juste, ce serait intéressant que le BRGM précise qu'un grand nombre de recommandations ont été faites et qu'hormis celles des 4 chromatographes, elles ont été, les remarques ont été prises en compte. Ce serait peut-être intéressant de le documenter. Au lieu de 4 chromatographes, moi j'ai compris que c'est un chromatographe qui serait déplacé au fil du chantier. Il y a 4 stations et le chromatographe peut être bougé en fonction notamment des conditions météo. Il y a une station météo sur le site et on sera toujours avec un chromatographe dans le sens du vent sortant du site. Voilà, donc ça revient au même. Voilà. Pardon ? Oui, ça arrive. Oui. Si, ce chromatographe est capable d'apprécier le naphtalène, oui. Mais oui, mais celui-là, oui. Oui, celui-là, monsieur. Donc, oui. Donc au niveau du BRGM, vous êtes satisfait de ce qui est fait? Écoutez, nous, on s'est inscrit... Vous engagez votre responsabilité? On est inscrit dans une démarche dite de tierce expertise, c'est-à-dire que l'administration, l'ADREAL, nous a transmis un certain nombre de documents qui émanent du speed réable. Et notre job, c'est simplement de nous poser la question, qu'est-ce qui va pas, au regard des standards, des normes en vigueur, qu'est-ce qui est perfectible ou qu'est-ce qui est très bien. Et on a donné notre avis, on a émis un certain nombre de questions, et speed réable a réagi en réponse à notre expertise de façon totalement objective. Oui, et s'il vous plaît, moi j'ai levé la main pendant... Je suis là, monsieur, voilà. J'ai levé la main pendant un petit moment, je suis professeur, hein, ça se voit, voilà. Je voulais simplement revenir sur le protocole. Moi j'ai lu très rapidement en fait le rapport, parce qu'il a été partagé juste hier ou avant-hier. Moi je pense que c'est très regrettable, voilà, parce que moi j'ai pas pu le lire en détail. Mais juste ce que j'ai lu et lu rapidement, c'est qu'en fait il va y avoir quand même des excavations à l'air libre. Donc là j'aimerais qu'on revienne dessus sur ce que vous venez de dire. En fait, vous commencez à creuser à l'air libre, c'est ça, et en fonction de la réponse des capteurs, vous mettez en place... Les moyens, oui. Ah ben non, si. Parce qu'en fait ça se fait encore à l'air libre. Non, il y a encore des polluants qui vont être rejetés directement, sans protection. Non, on n'aura peut-être pas dépassé le 20 mg par mètre cube. Ceci dit, il a déjà été dépassé. On était à 54 ou 55. Oui, dans la première phase. Oui, oui. Donc ça peut très bien... Mais là, le jeu, c'est de ne pas le dépasser, le 20 microgrammes par mètre cube. Mais non, mais c'est pas... En fait, c'est ça. Pourquoi tout de suite, c'est pas mis en place, ça? Moi, je trouve que c'est très bien, cette tente. Merci enfin de la mettre. C'est le premier moyen de protection qu'on a depuis le début du chantier. Oui, et elle sera mise avant de toucher... Mais il faut que ça serve. En fait, mais elle va servir. Ah ben oui, mais non, c'est une fois qu'en fait les capteurs... Ah ben oui, on non, alors je ne suis pas arrivé, vous ne m'avez pas laissé finir le déroulement des choses qui sera le planning des choses. Dans quel ordre on va faire les choses? Parce que les excavations à l'air libre, c'est quand même marqué sur votre rapport. Enfin, oui, il y en a qui iront à l'air libre quand il n'y a pas de problème d'odeur. Il y a par exemple... d'odeur, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des excavations... Non, il y a des pas d'odeur, au problème, on a les analyses maintenant. Et par exemple, vous avez toutes les terres sous bâche, on les a revérifiées. Non. Elles ne présentent pas de problème. Si. Mais celles-là, on va les excaver à l'air libre. Non, pas de problème. Vous parlez de terre sur... Non, mais moi, j'ai vu sur le chantier, les bâches, là, il y en a. Il n'y en a pas eu pendant très longtemps, hein, d'accord? Et il n'y a pas des bâches partout, donc vous ne pouvez pas dire ça. Je n'ai pas dit qu'il y avait des bâches partout, mais ils ont été caractérisés, ces tas, ils ne présentent pas de problème. Donc là, actuellement, ces bâches sont sur les sites, les sources de pollution. Là, actuellement. Tu peux répondre, Pierre, s'il te plaît, ce qui a été fait exactement sur les terres sous bâche? Oui, c'est bon.
Donc les terres sous bâche, pour être précis, c'est effectivement un stock de terre qui a été constitué un peu dans l'urgence, vous vous en souvenez tous, au mois d'octobre, là, au moment, fin octobre, début novembre, et ces terres ont été bâchées à l'issue de la réunion qu'on avait eue parce qu'il y avait une inquiétude majeure là-dessus. Néanmoins, nous n'avions pas d'indices et d'inquiétude, nous, de notre côté, sur ces terres. Et les analyses qui ont été réalisées dans le cadre des sondages de sol profond au mois d'avril ont confirmé que ces terres ne présentent pas d'anomalie majeure et qu'elles ne représentent pas une source de pollution concentrée et qu'elles ne seront donc pas, elles seront pas des sources de pollution concentrée à traiter dans le cadre des objectifs. Néanmoins, on va pouvoir reprendre ce chantier en excavant tout ce qui peut l'être normalement, à l'air libre, comme vous le dites, mais avec un système de surveillance extrêmement renforcé avec le chromatographe. Alors, j'entends la remarque sur le chromatographe, etc. Bon, oui, on n'en a qu'un, c'est comme ça. Mais on a des appareils complémentaires, donc les balises PID, et un PID portable qui sera, lui, déployé tout autour du chantier, avec justement un système de corrélation et vérifier le respect de cette valeur de 20 microgrammes par mètre cube. Donc, tous ces systèmes de surveillance nous permettront de déployer les moyens complémentaires en cas de risque sanitaire ou olfactif. Voilà. Moi, excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, tout de suite, ça doit être mis en place. À partir du moment où il y a des excavations, il faut tout de suite en fait, que l'aspiratrice ou je ne sais pas trop quoi fasse son boulot et puis envoie en fait, l'air sous la tente et que l'air soit filtré avant d'être rejeté. Voilà. Moi, j'attends que ça. Voilà. Et puis, je parlerai après, si c'est possible, en fait, aussi du suivi environnemental parce qu'il faudrait que les poussières y soient en fait, aussi dans le suivi environnemental. Mais je pense que je vais vous laisser la parole. S'il y a un dépassement des seuils, du coup, vous évacuez la population ou qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même un delta entre le temps de réaction. Alors là, je laisserai peut-être la parole à l'ARS, mais en tout cas, sur l'approche risque sanitaire, ça se fait via une EQRS, comme le CAPTV avait pu le faire, comme nous avions pu le faire également. On parle là de seuil d'alerte dans le cadre d'un pilotage de chantier. Oui, je me permets, par rapport à votre réflexion, comme quoi vous déplacez, donc Patrice Walker, je suis géologue, docteur en géologie. Je me permets de me demander comment vous pouvez déterminer un vent dominant dans un système urbain dont l'aérolique est particulièrement compliquée du fait des turbulences. Donc, dire je déplace le chromatographe, je ne sais plus, en fonction du vent, c'est une réponse qui n'a aucun sens. D'accord, on tient compte de votre remarque. Okay. Bon, je voudrais quand même, si vous pouvez passer au planning, si ça ne vous embête pas, parce que ça permet. Bonjour, Monsieur Portier, professeur de mathématiques au lycée Fénelon. J'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur de Speedreab le 13 septembre 2024 parce qu'il était venu nous informer en CSE du travail qu'il allait effectuer. Je lui avais déjà posé à l'époque pourquoi il ne prenait pas une tente pour bâcher l'ensemble ou de plusieurs tentes, parce que là, si on reprend votre schéma qui est très explicite, moi j'ai regardé, rien que votre schéma, vous avez une tente en déporté, pourquoi vous ne mettez pas cette tente et d'autres sur les parties qui sont effectivement polluées. Et déjà, ça serait bien meilleur pour moi que de dire on prend le truc, on l'amène à un autre endroit, parce que ce transvasement fait que ça engendre de la pollution atmosphérique, alors que si vous bâchez directement, même si vous devez déplacer la tente, c'est sûr, vous mettrez plus de temps. Mais par contre, quand on voit la dimension que vous avez représentée sur votre plan, qui est fort bien, eh bien, on voit tout de suite que si vous pouviez me remettre en arrière, ça serait parfait. Eh bien, vous verriez, là, voilà. Eh bien, votre rectangle bleu, si vous le mettez sur les taches violettes, eh bien, ça permet déjà presque de traiter l'ensemble. Alors, ce qu'il faudrait, c'est une tente un peu plus longue et un peu plus large. À la limite, c'est vrai que de faire un dôme complet, c'est peut-être pas forcément utile, mais de traiter zone par zone cela, eh bien, il n'y a pas de problème. Alors, il faut une plus grande tente. Alors, je ne sais pas si vous en avez à disposition, mais si vous n'en avez pas, à la limite, vous prenez cette tente,
et puis vous faites une première zone, puis une deuxième zone et une troisième zone. Ça me semble plus logique. Et comme ça, il n'y aura pas de pollution atmosphérique. Moi, je ne comprends pas. J'ai déjà dit à monsieur le préfet que pourquoi on laissait une entreprise polluer l'atmosphère. À l'heure actuelle, c'est terrible de voir ça. Et les seuils, d'ailleurs, ils n'étaient pas respectés, parce que si vous prenez les seuils de l'Union européenne, ils étaient de 6 mg, donc ça fait 6 000 microgrammes par mètre cube. Pour le benzène, effectivement, vous l'avez ramené à des seuils beaucoup plus perfectibles, mais c'est sur un an. Et si vous prenez le nouveau seuil qui est préconisé pour 2026, c'est 2 milligrammes par mètre cube par an, le seuil du benzène. Vous voyez? Non, c'est des milligrammes, mais c'est par an. C'est calculé par an. Donc, s'il faut rediviser par 365, vous obtiendrez le seuil préconisé par l'Union européenne pour 2026. Voilà. Mais en tout cas, pour le chantier, moi, je ne vois pas pourquoi vous faites une tente en déporté. Expliquez-moi la situation. Merci. Oui, puis il y a un autre point que vous avez omis, en fait, c'est que vous n'allez pas escaver les terres qui sont à côté de l'établissement Fénelon. Sur les zones, c'est marqué dans le rapport du BRGM, je me demande vraiment si vous l'avez lu, secteur PP18, PP19, comme c'est en limite des établissements et qu'il y a un problème géotechnique compte tenu de la proximité des murs, il est recommandé de laisser ces terres pour l'instant, ces terres polluées. Ces terres polluées qui dépassent les seuils fixés, et puis quand on regarde vos sondages, il y a énormément de cyanure à ce niveau-là, il y a des HAP. Donc qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes au courant de ça ou... Oui, c'est nous qui quand même avons proposé. Donc, il y a une limite. C'est vous qui avez proposé de laisser les terres polluées? Il y a toujours des fois qu'on fait des excavations, quand vous êtes prêts, les mitoyens, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc on va s'approcher. Ça, je présume quand même que vous l'aviez identifié à l'origine, non? Bien sûr. Vous vous lancez dans des travaux, puis là, vous découvrez des choses, et c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous avez 30 ans d'expérience. Oui, mais bon, si vous voulez, on n'en parlera pas forcément devant tout le monde. Et je vous expliquerai ma vie. Quand vous avez cassé les parkings et que vous avez mis les terres à l'air libre, oui, vous deviez quand même partir du principe que vous alliez les traiter et oui, les excaver. Oui. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire on ne peut pas les excaver. Et du coup, si vous ne les excavez pas, qu'est-ce que vous faites pour protéger ces terres? Là, du coup, vous mettez un dôme à ce niveau-là? Non, non. Tu veux répondre? Parce que là, j'atteins mes limites là, à un moment. Oui, j'ai l'impression. Les limites techniques, on en a parlé dès l'introduction, c'est-à-dire que le protocole a été aussi défini en priorité pour répondre aux enjeux sanitaires, olfactifs, etc., par rapport à l'atteinte des objectifs, à l'usage futur, mais aussi à des contraintes techniques, parce que comme tout chantier, on peut avoir des contraintes techniques. Donc, non, les enjeux sanitaires, c'est pour vous tous en fait. Non, les enjeux sanitaires, c'est pour vous tous, c'est dans le cadre de la surveillance du chantier, de s'assurer qu'on ne dégage pas de composés au-delà des valeurs qui sont données ici. Mais juste, si je peux répondre quand même, parce que là, on enchaîne question sur question, il faut quand même que je puisse répondre. J'allais y répondre. Voilà. Donc les contraintes techniques font partie de l'approche, de la réflexion établie pour définir ce protocole. Et donc sur ces deux zones en question, évidemment elles ont été vues, partagées dans le protocole, relevées par le BRGM et sur lequel on a proposé en effet un maintien de ces zones pour des raisons techniques, des zones qui dépassent, alors on parlait de concentration, alors après tout est relatif, on peut les voir comme on veut, mais qui sont juste légèrement au-dessus des seuils. On n'est pas non plus sur du produit pur, comme on a pu en connaître au mois d'octobre-novembre. Ceci étant dit, ça n'empêche pas qu'au-delà de se dire qu'on les laisse, on vérifiera évidemment, et ça c'est classique dans le cadre de la méthodologie nationale en cité sol pollué, qu'elle ne représente pas un risque sanitaire et ou environnemental pour la suite. Pas que pour le voisinage à l'instant T du chantier, mais y compris pour la vie future du site. Et donc ça, c'est évidemment intégré au protocole, et c'est comme ça que cela a été abordé. Et par ailleurs, l'idée, c'est aussi de profiter par opportunité des travaux futurs de terrassement du futur sous-sol, qui, eux, prévoient justement un confortement pour le futur sous-sol en limite de site,
et qui permettra par opportunité d'aller chercher quand même in fine ces terres. Voilà. Elles ne sont pas à l'air libre. Elles sont pas à l'air libre. Les zones, alors, on n'a peut-être pas été suffisamment clair là-dessus, mais les zones que vous avez pu voir, elles sont matérialisées sur un plan. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles sont à l'air libre et qu'elles dégagent de la pollution. Et on le voit d'ailleurs sur toute la surveillance environnementale qui est en place sur chaque phase d'arrêt de chantier. Il n'y a pas de dégazage sur le chantier quand il est à l'arrêt. Il n'y a rien. Par contre, ces spots, là, enfin, les taches roses que vous voyez, c'est effectivement des zones, des terres qui présentent des concentrations supérieures aux objectifs de réhabilitation et qui sont à des profondeurs variables, mais pas en surface. Et selon les zones, c'est différentes profondeurs. Et les deux zones en question, alors je n'ai pas les profondeurs en tête, hein, mais évidemment, vous pourrez voir tout ça dans les protocoles, mais ne sont pas en surface. C'est à des profondeurs données. Voilà. Merci. Bonsoir. Je reviens un petit peu au début des interventions qu'il y avait eu. J'ai une question à vous poser, moi, qui m'importe énormément. Il y a La Rochelle, il y a les enfants de La Rochelle, il y a les parents de La Rochelle, il y a les enseignants, il y a tous les professionnels, il y a les riverains. Et il y a aussi tous les autres chantiers partout en France qui sont en ce moment en cours. Vous dites que La Rochelle est un cas exceptionnel pour vous, c'est nouveau, vous en tirez forcément une nouvelle expertise, une nouvelle compréhension et certainement une nouvelle vigilance, j'en doute pas. Est-ce que vous avez déjà pu réfléchir ou avoir à faire des modifications sur d'autres chantiers en ayant l'expérience de La Rochelle, c'est-à-dire les autres chantiers en France, ont-ils été revus et y a-t-il de nouvelles prescriptions, des nouveaux bureaux d'études qui sont diligentés pour assurer aussi la sécurité de toutes ces autres personnes de France? Alors, je peux vous répondre sur ce point. Bien sûr qu'on a revu tous les chantiers qu'on avons à faire à l'aune de ce qu'on a pu observer sur La Rochelle pour voir si on se trouvait dans les mêmes configurations ou pas. Voilà, déjà première chose. Deuxièmement, vous n'êtes pas sans savoir que ces chantiers sont encadrés par un arrêté préfectoral. La Rochelle va sortir un arrêté préfectoral pour la reprise des travaux avec des seuils qui n'ont jamais été pratiqués jusqu'à maintenant pour ce type de dépollution. Donc des seuils très bas, benzène. Et ces seuils, une fois qu'il y a un arrêté, existe en France, tous les inspecteurs vont les regarder et ils vont faire référence et jurisprudence. Voilà ce que je peux vous dire. C'est déjà le cas, monsieur. En fait, la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, sous votre contrôle, Charles-Henri, scrute ce chantier avec beaucoup d'attention et diffuse à l'ensemble des DREAL de France une information. Et je pense que toutes les DREAL sont aujourd'hui extrêmement attentives à ce type de chantier. Et on fait malheureusement un peu figure de pilote dans la démarche en l'espèce, avec cette particularité, encore une fois, que des friches industrielles en plein centre-ville, c'est quand même pas habituel. Mais effectivement, le chantier est regardé de très près par toutes les DREAL, et donc par tous les préfets. S'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, vu la gravité de la situation, donc je ne sais pas comment votre marché a été attribué. Je vous parle en tant qu'architecte, donc j'imagine qu'il y a eu un architecte pour ce projet. Quand il y a une défaillance d'une entreprise, puisque vous étiez apparemment novice, je ne sais pas comment vous avez été sélectionné, d'après quelle référence, si vous dites que c'est la première fois que vous faites en situation habitée, on va dire, pourquoi il n'y a pas un marché de substitution et qu'il y a une autre entreprise qui aurait plutôt 10 ans d'expérience, ça serait plus rassurant pour tous, qui serait sélectionnée. Enfin, je pense que là, c'est suffisamment... On n'a pas envie, en fait, que vous testiez des choses alors que vous ne les avez jamais mises en place. On a plus envie d'avoir une entreprise qui sait ce qu'elle fait. Voilà. Moi, je pose la question à celui qui a attribué le marché, je ne sais pas. Non, le propriétaire, c'est nous-mêmes avec Vinci, c'est Speedreal, les propriétaires du site. Donc je ne comprends pas votre question pour dire l'attributaire ou... Il n'y a pas eu de marché, je ne comprends pas la question. Bon, c'est pas un marché public, C'est un peu compliqué, c'est vrai que ça prête à confusion, mais il y a un propriétaire du terrain qui dépollue son terrain. La préfecture est là pour encadrer cette dépollution avec un arrêté. Le premier arrêté, on l'a dit, était conçu sur une base très réglementaire.
n'est pas vraiment conçu pour prendre en compte les nuisances sur l'environnement. C'est pour ça que les arrêtés suivants, ceux qui ont encadré l'enlèvement des matériaux à Noël, à février et à Pâques, ont été pris sur un mode très différent, beaucoup plus resserré, avec des mécanismes de surveillance imposés qu'on n'avait pas nécessairement imposés dans le premier arrêté. La responsabilité de l'État, c'est de garantir la conduite du chantier de dépollution à son terme. En tout cas, il ne peut pas rester en l'état, quoi qu'on en fasse après, et d'encadrer ces travaux de dépollution pour que vous n'ayez plus à revivre ce que vous avez vécu. Ça, c'est l'objectif qu'on se donne, nous, avec toutes les précautions dont on s'entoure, notamment des avis d'experts, qui vous convainquent ou qui ne vous convainquent pas, mais on a la conviction d'aller vraiment au bout de la démarche. Une fois que le chantier de dépollution sera terminé, à la fin des vacances d'été, il y aura ce qu'on appelle une analyse des risques résiduels, c'est-à-dire SpeedRehab va dire « je refais des prélèvements, je regarde si le terrain est bien dépollué ». Cette analyse résiduelle, on ne la prend pas pour argent comptant. On a le BRGM qui a accepté de challenger cette analyse des risques résiduels en disant « est-ce que les conclusions de SpeedRehab sont fondées ou est-ce qu'elles appellent des compléments ou des corrections ?» Une fois que l'avis du BRGM sera rendu, l'ADREAL se rendra sur site et fera sa visite de récollement, c'est-à-dire en gros de fin de chantier. Elle conclura, sur la base des éléments dont elle dispose, est-ce que ce terrain est compatible avec l'usage qui est proposé d'en faire, c'est-à-dire un usage d'habitation. Sur ce sujet, je me permets de mettre un petit grain de sel, mais je le fais très prudemment. Vous savez qu'il y a cette clause des 5 ans qui est un peu inquiétante, parce qu'on se dit à quoi bon construire du logement si on ne peut pas y rester plus de 5 ans. Bon, alors pour un étudiant, peut-être qu'il ne reste pas plus de 5 ans, mais il n'y a pas forcément que des étudiants qui ont vocation à habiter là. Aujourd'hui, SpeedRehab nous indique disposer de l'ensemble. Alors cette clause, elle a été mise à titre conservatoire, c'est-à-dire attention, on ne prévoit pas à la base de faire plus parce qu'il faudra nous prouver que c'est compatible. SpeedRehab nous dit on dispose des éléments dès à présent qui permettent de conclure que cette clause sera levée. Nous, on a toujours dit on ne lève pas la clause maintenant, on attend la fin du process, les analyses de risques résiduels, l'avis du BRGM, la visite de l'ADREAL, et c'est à la fin du processus qu'on conclura sur ce sujet. Et comprenez que ça n'arrange pas Vinci, parce qu'il aimerait pour ses réservataires qu'on lève la clause dès maintenant. Nous, on a dit non, cette clause, on la réexaminera en fin de chantier. Voilà. Non. Non, mais c'est une clause qu'on retrouve dans d'autres chantiers, mais qui est une clause de précaution. L'idée, c'est de la lever, mais nous, on ne la lèvera que si on a les éléments qui permettent de le faire. SpeedRehab nous dit les avoir, pourquoi pas, mais non, c'est une clause qui sera levée à la fin de l'analyse des risques résiduels, c'est-à-dire à la fin du chantier de dépollution. Encore une fois, c'est une clause qui était là, qui ne reposait sur aucune connaissance scientifique, et cette clause qui inquiète beaucoup, il est question de la lever si on dispose des éléments pour le faire. Si on ne dispose pas des éléments, on ne la lèvera pas. A priori, on dispose des éléments, mais nous, on ne veut pas prendre ça pour argent comptant. On attendra vraiment la fin du processus pour conclure sur ce point. Mais si, monsieur, ça dérange Vinci. Nous, Vinci, on les a comme interlocuteurs. Et Vinci nous disent... Bon, non, mais Vinci nous dit pour mes réservataires, c'est-à-dire c'est les gens qui achètent ces appartements en vente en état de futur achèvement, disent on a besoin de lever cette clause. On a les moyens de le faire et de le prouver dès maintenant. Nous, on dit non, pas maintenant. On va jusqu'au bout du process et cette question sera examinée à la fin du process. Donc c'est pas facile pour Vinci, mais voilà. Vous n'avez pas le micro. Non, mais c'est des éléments objectifs avec des seuils de pollution en fait qui sont compatibles ou pas avec une habitation à long terme. Donc ce sera des éléments très objectifs. Mais d'où l'avis du BRGM sur cette analyse des risques résiduels et sur l'ensemble de ces questions. Pardon, moi je vous laisse poser la question évidemment. Je tiens juste à préciser que SpeedRehab, effectivement que nous représentons, propriétaire du terrain, maître d'ouvrage, mais on n'est pas entreprise spécialisée, on n'est pas bureau d'études. Donc tout ça, toutes ces conclusions, tous ces rapports sont établis par des entreprises, des bureaux d'études certifiés en cité sol pollué et indépendants. Voilà. Pardon, je vous laisse la parole. S'il vous plaît. Merci, j'ai le micro. Merci. Monsieur Tougeron, donc je suis élu de l'opposition, donc je ne m'en cache pas. Hein, c'est là que j'interviens à ce moment-là, parce que j'ai cru comprendre dans le discours de monsieur le Ménager
que vous alliez aller au bout du chantier, c'est-à-dire que la suite du site, comme vous avez dit, quand on va aller faire les excavations pour faire le sous-sol qui est prévu, on retirera les terres après. Donc si je comprends bien votre intervention, le chantier il va se faire, il va continuer, il va aller au bout de la réhabilitation et on aura ce sous-sol qui sera créé, si j'ai bien entendu ce que j'avais dit tout à l'heure. Moi, je ne remets pas en cause tout le travail qui a été fait par l'Adréal, par la préfecture, mais j'avais alerté au conseil municipal, on a alerté souvent. Je le refais tous les mois et je le referai la semaine prochaine sur, en fait, une erreur qui a été commise par la ville de La Rochelle. Alors ça peut arriver les erreurs, hein, on est d'accord, qui a été reconnue péniblement par M. Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle à l'époque. Et cette erreur lui permettait, s'il l'avait relevée à la lecture de l'arrêté préfectoral du mois de mai 2023, si ça avait été fait à ce moment-là, il aurait pu interrompre directement le chantier, s'il en avait le pouvoir de faire un arrêté d'interruption, un arrêté interruptif du chantier, de façon justement à se poser à ce moment-là, et là on aurait gagné du temps. On aurait gagné du temps et on aurait évité des désagréments. Parce que quand je suis allé sur le site, après avoir été alerté par des riverains, je peux vous dire que rester 10 minutes à côté du site, c'était intenable. Donc, comme l'a très bien dit Monsieur le Préfet, on ne peut pas remettre en cause tout ce que vous avez vécu. En revanche, la personne qui a signé le permis de construire, sous la responsabilité de Monsieur le maire de La Rochelle, Jean-François Fontaine, qui malheureusement est empêché actuellement, et bien là, il va bien avoir des difficultés pour nous dire je ne fais pas d'arrêté interruptif là, maintenant, parce qu'il y a un danger qui se profile, et j'avais déjà précisé ça en conseil municipal, un nouveau danger, on va remettre de la terre, on va remettre des odeurs, on va faire une tente, très bien, tout ça, ok, le protocole, moi je ne le discute pas, je ne suis pas spécialiste, il y a des choses qui vont être faites, on va essayer de travailler, la société Speed Rehab va essayer de travailler le mieux possible. Mais aujourd'hui, la situation revient au point de départ. Et vous avez entendu la ville de La Rochelle? Vous avez entendu quelqu'un On nous a dit non, il n'y a pas de problème, les écoles restent ouvertes, on envoie les élèves à l'école, mais arrêtez, messieurs, dames, arrêtez un petit peu de nous dire que... Non, il y a une chose très simple, en droit, le maire est responsable de la salubrité publique, de la santé de ses citoyens. Et aujourd'hui, à la reprise du chantier, il peut y avoir des émanations, vous l'avez très bien dit, vous l'avez très bien expliqué, qui vont encore entraîner des désagréments. Donc, nous redemanderons en conseil municipal lundi que le maire prenne ses responsabilités et qu'il permette un arrêté interruptif de façon à pouvoir rassurer les gens sur ce qui va se passer par la suite, puisque si j'ai bien compris, monsieur le ménager me le confirmera peut-être, ou peut-être le directeur de Speed Rehab, que le chantier ira jusqu'à son terme, on va bien faire ce souterrain, ce parking souterrain, on va bien aller tout près des établissements scolaires pour retirer de la terre. Voilà ce que nous avions, nous, à dire, et j'espère que monsieur Guiraud, qui est là, apportera quelques réponses, notamment sur cette erreur qui a été commise il y a quelques années, et qui, malheureusement, nous entache et entache toute une population. Et ça ne touche pas que le centre-ville. Et j'aimerais dire qu'il y a déjà un préalable aussi, pour terminer, avec un autre site Enedis, sur lequel, malheureusement, je ne m'étais pas assez penché, qui est en face du nouveau commissariat de police. Et là, actuellement, monsieur le préfet, je vous le dis, vous êtes là, j'en profite, quand il y a des problèmes de pluie importantes, les hydrocarbures du site, parfois, sont rejetés dans le pluvial. Donc je veux bien qu'on dise qu'il n'y a pas de pollution, je veux bien qu'on dise que tout va bien, mais il y a quand même des choses qui sont inquiétantes et qui ne sont pas dites. Et moi, je veux les dire ici. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Je crois que c'est à mon tour maintenant. Je vois que le débat se politise un petit peu, donc bonjour à tous. Thibaut Guiraud, je suis nouveau maire de la ville de La Rochelle, et donc je suis ravi de pouvoir intervenir maintenant. D'abord, vous remercier, parce que je trouve que le débat est de très bon niveau, toutes les questions sont légitimes.
Je pense qu'il y a eu beaucoup de questions et beaucoup de réponses à la fois par les bureaux d'études des experts et monsieur le préfet avec les services de l'État. Et je crois que ça va continuer de se poursuivre et l'échange ce soir, il est sain. Alors moi, je prends la suite, parce que j'ai été élu maire il y a à peine 15 jours. C'est un dossier qui est vraiment au cœur de nos priorités, au cœur de nos préoccupations. Ceci étant dit, moi, ce que je perçois déjà, c'est que l'erreur commise ou le mea culpa, il a déjà été fait. Si on avait pu éviter le fiasco, parce que c'est un fiasco à l'automne, éviter qu'il y ait un climat anxiogène avec les riverains, les écoles, les collégiens, les profs, etc., je pense que si on avait pu l'éviter, tout le monde aurait fait le maximum pour l'éviter. Maintenant, ça a été fait. Voilà, ça a été fait. Je pense que la ville de La Rochelle a assez rapidement saisi, contrairement à ce que vous dites, le niveau d'anxiété. On avait beaucoup de remontées sur une certaine détresse en matière de stress, d'anxiété de la part des écoliers, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout de suite un maximum de réunions qui ont été faites. Maintenant, on va rentrer dans une nouvelle phase, une phase de vigilance. Et ce que je perçois ce soir, c'est que malheureusement, quand on a la même société qui va réintervenir pour dépolluer, qui est notre priorité absolue, la ville de La Rochelle ne laissera pas le chantier comme ça en l'état. Il faut terminer la dépollution. Et je crois que le protocole qui a été présenté ce soir, il est sur des standards et des niveaux de sécurité qui sont élevés, voire tellement conséquents que ça sera une première en France d'arriver sur ces niveaux de standards. Je vais vous laisser la parole. Et si vous me permettez, je vais aller au bout de mon propos et puis après je vous laisserai intervenir. Donc, la position de la ville de La Rochelle, d'abord, elle est aux côtés des habitants, aux côtés des Rochelais, aux côtés des usagers. Et nous, ce qu'on veut, c'est absolument terminer ce chantier dans sa phase de dépollution. Ensuite, que M. Tougeron anticipe déjà en disant il va y avoir des constructions, des logements, etc. Pour moi, vous apprendrez à me connaître, c'est step by step. Et ce serait cavalier de ma part aujourd'hui de vous dire on va aller au bout. On a vu déjà que sur la première phase, ça a été compliqué. Donc, terminons la première phase, faisons tous les sondages, tous les carottages, ayons tous les éléments objectivés à la fois par la science, mais aussi par des techniques. Alors parfois, ça me dépasse un peu quand on voit tous ces critères, mais on a quand même des bureaux d'études et des experts pour nous accompagner. Et ensuite, en toute transparence, on se pose, on regarde et on verra la deuxième phase. Mais je crois qu'il y a eu un abus de langage tout à l'heure en parlant déjà de la suite. Donc terminons le chantier de dépollution, c'est la priorité. J'ai même envie de dire, c'est presque une chance inouïe. Pour certains d'entre vous, viviez à côté d'un chantier qui était rempli d'hydrocarbures, eh bien on a la possibilité aujourd'hui de le dépolluer de manière définitive, de manière durable. Donc voilà la position. Vous dire aussi qu'en tant que nouveau maire, je peux vous dire que quand j'ai eu les résultats du centre anti-poison, qui a conclu en disant que oui, il y a eu des expositions avec, de manière prolongée, avec un certain seuil, mais que d'un point de vue clinique, il n'y aura pas de répercussions, je peux vous dire qu'en tant que maire, j'étais largement soulagé. Parce qu'un maire, il a deux choses à faire. Aménager le territoire et protéger la population. Et donc je serai à vos côtés, très vigilant à la fois sur tout le chantier pendant l'été avec ce protocole dont je regrette qu'il n'ait pas été mis en place une première fois, parce que c'est sûr que s'il y avait eu les tentes, les hydro-covering, les aspiratrices, etc., ben, je pense qu'on aurait pu éviter ce fiasco. Voilà les termes et l'état d'esprit dans lequel on est ce soir, mais allons-y step by step. Terminons d'abord cet été le chantier de dépollution, ensuite on analyse, on se pose, et on verra ce que l'on fait par la suite. Et j'aurai là aussi de longues discussions avec les services de l'État, avec monsieur le préfet, avec l'équipe municipale pour envisager la suite. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien entendu, la ville de La Rochelle est aux côtés de ses habitants et aux côtés des services de l'État très, très vigilants sur ce site. Pardon ? Il y avait madame qui a demandé la parole et puis... J'ai juste une question assez rapide, c'est si le chantier est si sécurisé, pourquoi choisir la période des vacances d'été et quid des riverains? Difficile de répondre aux deux aspects de la question en même temps. Éviter la période scolaire parce que ça a toujours été dans nos discussions quelque chose que vous nous avez demandé.
en tout cas vous, la communauté éducative au moins, mais pas que. Non, c'est pour éviter de générer du trouble ou de l'angoisse ou du dérangement, là pendant la période des examens, ce qu'on aurait pu faire, ou pendant la période de la rentrée. Mais en soi, pour nous, c'est juste pour minimiser l'impact sur la communauté et la vie des élèves au sein de l'établissement. Moi, je ne suis pas opposé à ce qu'on travaille en semaine et en période scolaire, mais voilà, on a compris que c'était une demande de votre part au sens large. On est tout à fait d'accord pour reconsidérer cela. Pour les riverains, qu'on soit en période scolaire ou en période de vacances, il y aura de toute façon, comme pour tout chantier, celui-là comme un autre, du bruit. Et donc ce sera effectivement quelque chose d'impactant, quoi qu'il en soit, qu'on soit en période scolaire ou en période de travail. Alors l'odeur, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de nuisance olfactive, vous l'avez compris. C'est-à-dire que... Je sais, madame. Je sais. Oui. Oui, enfin, on voulait surtout éviter de perturber la vie des établissements scolaires. Après, c'est pas notre demande à nous. Enfin, on peut en rediscuter de ce calendrier et de ces travaux en période scolaire. Pour nous, il n'y a pas aujourd'hui d'obstacle à le faire, dans la mesure où on se dote de tous les éléments pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'odeur. Alors, le zéro risque d'odeur, on ne peut pas le garantir, mais on a tous les outils qui font que ce qui s'est passé en octobre dernier ne se reproduise pas du point de vue de l'odeur, et surtout pas de risque sanitaire, avec tout le protocole qui est présenté ici et qui vous a été un peu détaillé et certifié par le regard d'un expert indépendant. Oui, alors vous nous avez parlé du rapport terminal du chantier qui est effectivement à produire 3 mois au maximum après la fin des travaux. Mais actuellement, il y a de disponible un rapport intermédiaire de suivi des travaux qui a été envoyé à partir du 1er juin, donc dans le délai d'1 mois après la fin des travaux qui ont eu lieu en février. Et sur ce rapport intermédiaire de suivi, on a tous les résultats de tous les laboratoires compétents qui ont traité tous les échantillons, les cassettes, etc., envoyés pour être traités. Et page 441 de ce rapport intermédiaire que j'ai demandé à l'ADREAL et qui m'a très gentiment été envoyé, comme d'habitude quand je demande quelque chose à l'ADREAL, on peut lire page 441 un commentaire qui est fait par Terra Environnement, un laboratoire extrêmement compétent qu'on connaît bien et qui est accrédité COFRAC dans plusieurs domaines d'intervention, qui dit, il dit tout simplement, commentaire, une réserve est émise sur les analyses des métaux réalisées sur les cassettes fournies par Toxilabo, oui. Le lot n'a pas été validé par Terra Environnement. Donc il a envoyé ses résultats en disant que les résultats, il n'a pas validé parce que lui, il est COFRAC et tout ça, qu'il travaille très honnêtement. Bon, alors j'espère que ça enlève un peu de crédibilité, si vous voulez, à tout ce qui est fait. On voit bien qu'on n'a pas tous ces résultats, je regrette, mais peut-être ils y sont aujourd'hui, je n'ai pas regardé. Mais jusqu'à très récemment, on n'avait absolument pas les résultats de cyanure, les résultats de métaux lourds, etc. Il n'y avait pas tout. Il n'y avait pas grand-chose sur le site sur votre site. Et donc, moi, je voudrais dire aussi, monsieur le maire, qu'il ne s'agit pas d'une hystérie collective, là. Hein, bon, voilà. Et donc, c'est sérieux. À mon avis, attendre le final, c'est beaucoup trop tard. Et il faut faire quelque chose maintenant, sinon, c'est pas possible, quoi. Bonjour. Je voudrais juste préciser une petite chose juste par rapport aux résultats du centre antipoison. Il faut savoir que ces analyses, elles ont été décriées par beaucoup de médecins et par beaucoup d'autres personnes. Donc on ne peut pas se baser là-dessus, ça a fait beaucoup de mal parce qu'il n'y a pas de protocole scientifique, il n'y a pas une vraie étude qui a été menée derrière et il n'y a qu'une seule médecin qui s'est engagée
sur son niveau de connaissance par rapport à ce rapport. Et ce rapport, en plus, dit bien, et elle le disait très bien, qu'elle se prononçait qu'avec le peu d'informations qu'elle avait. Donc, le problème, c'est que le résultat de ce centre antipoison ne correspond, en fait, en rien à une réalité toxicologique. Après, merci. Et je voudrais juste rappeler aussi la chronologie. On a commencé ce chantier sans protection sérieuse. Pas de tente, pas de filtration, pas de surveillance suffisante. Résultat, on a ingéré et respiré des vapeurs toxiques, on a dû arrêter les travaux, on a multiplié les études et les protocoles pour essayer de rattraper ces erreurs. Mais tout ça, ce sont des coûts pour la collectivité, pour l'État, pour l'entreprise privée et pour les riverains. Aujourd'hui, on nous propose un plan partiellement amélioré avec une tente et des filtres. C'est top, super, mais seulement sur quelques zones jugées très polluantes. C'est incroyable. Pour le reste, on continue de compter sur la météo. C'est ça, la stratégie globale, c'est de compter sur la météo, le vent et un seul appareil déplacé au gré des vents et des éléments. Donc aujourd'hui, on accepte encore que la protection des habitants soit simplement dépendante du caprice des vents, comme c'était avant. Et ce n'est pas un problème technique ou logistique, hein. On parle ici de polluants dangereux, comme le benzène, hein, je le rappelle, reconnu cancérogène certain, même à faible dose sur plusieurs semaines, et là c'est des expositions de plusieurs mois dont on parle, mais on ne parle pas assez des autres polluants dont on ne connaît pas, dont les études qui ont été présentées et qu'on nous a transmises là, dit bien, attention, métaux lourds non quantifiés, naphtalène, on n'a pas de seuil. Donc il faut oser le dire, une fois que le cancer il est établi, il est irréversible. Là, on ne pourra pas faire des mesures correctives après ou avant. Et ce risque-là, aujourd'hui, il est inacceptable de le transférer sur la population. Parce qu'aujourd'hui, ce risque-là, on le tâte à peu près, mais on ne le perçoit pas réellement. Mais il y a un risque, et il est certain déjà sur des premiers critères. Et aujourd'hui, vous le transférez sur la population, sur les élèves, sur les habitants qui vivent en face, qui étudient en face. Il est inacceptable de dire on surveillera la météo et on verra. C'est irréel de se dire ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande. Ce n'est pas une stratégie sérieuse de santé publique. Ça, c'est une stratégie de réduire les coûts immédiats en se disant ça va suffire. Donc, il faut parler du coût réel. Parce que le coût d'un confinement total, une tente, 2 tentes, 3 tentes, 10 tentes s'il le faut, en fait, on parle de quoi? Peut-être 200 000 euros, 300 000 euros supplémentaires sur un projet immobilier qui coûte plusieurs millions. C'est dérisoire pour nous, c'est dérisoire pour vous, c'est dérisoire pour eux. Mais aujourd'hui, c'est ça la différence entre protéger sa population en tant que maire, en tant que préfet, en tant qu'État, c'est de prendre une décision par rapport à ça. C'est est-ce que je fais porter le risque sanitaire sur la population avec des coûts financiers, soit un acteur privé qui est capable de les gérer aujourd'hui, ou est-ce que nous, on continue des protocoles, des réunions publiques qui coûtent une fortune et des problèmes de cancer dans 5 ans et 10 ans qui vont coûter des millions d'euros sur chacun de ces éléments. C'est ça la question aujourd'hui. Et aujourd'hui, on continue. On a alerté en novembre et on recontinue aujourd'hui à nous dire la même chose. Donc, aujourd'hui, c'est pas très compliqué ce qu'on demande. En fait, on demande un confinement total avec un traitement par charbon de l'ensemble des émanations. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. D'accord? Et ça simplifie tout. Et quand vous ferez le bilan de vos carrières, dans 5 ans, 10 ans, quand vous ferez le bilan de vos carrières professionnelles ou politiques, bah là, il y aura peut-être une boule dans le ventre qui vous dira, avec tous les cancers qu'il y a, on aurait peut-être dû faire plus attention. Mais faisons-le maintenant. On vous prévient depuis des mois. Et ce n'est pas une hystérie collective. Oui. Quelqu'un derrière qui n'a pas parlé encore.